Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le pod. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. En janvier, nous vous présentions notre nouveau format avec un épisode où l'on échangeait sur ce qu'allait impliquer l'arrivée du business manager sur LinkedIn dans notre quotidien de community manager et social media manager. Aujourd'hui, nous sommes en mars et 2 mois après notre premier épisode de 2023, nous venons vous proposer la seconde nouveauté du pod, une interview. Un épisode sur 2, nous vous proposerons de venir rencontrer un invité avec nous et pour ce premier échange, c'est Jérôme Boger qui est venu boire un café à l'agence pour qu'il nous parle de lui, de son parcours, de son quotidien et de sa relation avec le social media. Un début de carrière dans l'hôtellerie, une passion pour la photo et tout a commencé. De découverte en opportunité, Jérôme s'est retrouvé dans le social media sans l'avoir anticipé. Et aujourd'hui, il n'échangerait sa place pour rien au monde. Juste avant de vous laisser sur cette écoute, je tenais à m'excuser pour les 5 dernières minutes de l'enregistrement, où nous avons eu un souci technique qui nous a contraints à terminer avec une qualité de son dégradée. J'espère malgré tout que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cet échange que nous en avons eu à l'enregistrer. Allez, je vous laisse avec l'épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du pod. Donc aujourd'hui, je suis avec Brian, comme d'habitude. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Tu vas bien? Ouais, très bien, très bien. Et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons un invité. Donc bonjour Jérôme. Bonjour. Merci à toi d'être venu au micro du pod. Merci pour l'invitation. Tu vas aujourd'hui avec nous nous permettre de lancer un nouveau format pour cette année 2023. Donc, pour commencer, si tu veux bien, on va te laisser te présenter un petit peu, que tu nous parles un petit peu de toi. Est-ce que tu peux nous donner ton nom, ton prénom, ton poste et tes missions, et depuis combien de temps est-ce que tu fais ce poste ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Boger. Je suis digital et social media manager pour Saint-Nazaire Renversante. Ça fait maintenant 11 ans que je travaille dans le digital, sur la partie social media, community management, c'est aussi la partie web marketing. Donc là, ça fait 4 ans pour Saint-Nazaire Renversante. Et avant, j'ai travaillé aussi pendant 6 ans sur un poste identique pour le département de la Loire-Atlantique. Ok, donc un long moment que tu travailles autour des réseaux sociaux. Ça commence à faire, voilà, ça y est. Ça marche. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et s'intéresser à ton parcours et donc ce qui t'a amené vers ce métier. Donc nous, on aimerait bien que tu nous en dises un petit peu plus sur toi personnellement et notamment si tu pouvais nous dire d'où est-ce que tu viens, dans quel milieu est-ce que tu as grandi et si, quand tu étais enfant, il y avait des signaux ou des éléments qui te faisaient penser qu'un jour, tu en arriverais à faire ce métier. Alors, j'étais pas très bon à l'école, mais j'avais une passion. J'avais une passion pour la pâtisserie. Donc j'avais un rêve d'enfant qui était de devenir pâtissier. Donc c'est le premier métier que j'ai voulu faire. Et puis, comme j'étais pas très bon à l'école, on m'a vite orienté quand même vers une voie technique. Donc je suis parti en hôtellerie. J'ai fait 5 ans d'école hôtelière. Donc d'abord en bac techno à Nicolas Appert, à Envaux, pour ceux qui sont du coin. Et ensuite, après, en BTS. Donc l'hôtellerie m'a plu assez vite, en fait, parce que j'ai assez vite adhéré au monde du luxe, des paillettes, etc. qu'on pouvait avoir. La partie restauration, cuisine un peu moins, finalement, avec le temps. J'ai un petit peu abandonné. Donc je suis allé en BTS responsable hébergement. Et c'est là que j'ai découvert le marketing. Donc, j'avais une super prof de marketing en BTS qui nous a fait découvrir un peu les stratégies, les plans d'action des grands groupes hôteliers. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, ça, j'aime bien. Et puis, je me suis dit,
mon rêve de gosse étant un peu passé de devenir pâtissier, je me suis dit, ça fait 5 ans que je fais une école, que je suis en école hôtelière. C'est assez technique, c'est assez précis. Si je veux faire autre chose dans ma vie, ça va être un peu compliqué. Donc, changer de voie, alors que je n'avais pas commencé à travailler. Déjà, je pensais à changer de voie. Je me suis dit, voilà, il faut que je pense à faire autre chose. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une licence en marketing, parce que ça me plaisait plutôt bien, mais je vais essayer de faire quelque chose de plus généraliste. Okay. Donc, j'ai fait une licence en commerce et marketing, spécialisée quand même dans le management des services, que j'ai fait en alternance pour un groupe hôtelier sur la presqu'île de Guérande. Donc du coup, j'ai réussi quand même à allier l'hôtellerie et le marketing. Donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à travailler sur la partie marketing pour un petit groupe hôtelier qui s'appelait GHP Hôtel, qui avait quelques hôtels sur la presqu'île de Guérande. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler aussi dans l'hôtellerie, mais un peu dans le tourisme aussi, parce que forcément, un hôtel est implanté sur une destination. Donc quand on est là pour faire du marketing et vendre de l'hébergement, on vend avant tout la destination. J'ai travaillé du coup avec le département de la Loire-Atlantique déjà, qui était partenaire de l'hôtel pour lequel je travaillais. J'étais plutôt sur la partie commerciale au début, mais je faisais aussi un peu d'emailing déjà à l'époque. Je crois que c'est moi qui ai dû créer la page Facebook de l'hôtel. On est en quelle année à peu près à ce moment-là ? On est en 2009. Ouais, ok. Ouais. Okay. Dans les débuts des réseaux sociaux. On est dans le tout début des réseaux sociaux, ouais. Donc c'est à ce moment-là que tu as commencé ta relation avec les réseaux sociaux, donc c'est en créant la page Facebook de l'hôtel dans lequel tu travaillais. Professionnellement, ouais, ça a commencé à ce moment-là. Je devais avoir mon profil, je pense que Facebook c'est 2007 si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, donc je devais avoir mon profil, je me suis intéressé assez vite, mais ouais, ça a commencé comme ça. Ok, donc finalement tu en es arrivé dans ton métier aujourd'hui par une passion de la pâtisserie. Ouais, c'est ça, ça a commencé comme ça. Donc, mais je suis un passionné de digital, mais aussi de mon secteur d'activité. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Je considère que le secteur d'activité dans lequel on travaille est aussi important que les compétences techniques qu'on peut avoir dans le digital. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui peuvent passer d'un secteur d'activité à un autre. Pour moi, voilà, c'est un secteur qui est tout aussi passionnant que le métier du digital. Donc, pour moi, c'est important. Ok. Et à quel moment est-ce que tu t'es un peu plus orienté vers le côté social media à proprement parler ? Alors en fait, quand j'ai commencé donc, en alternance, j'étais surtout commercial quand même. Je faisais un tout petit peu de digital parce que à l'époque déjà, c'était le stagiaire, l'alternant qui était jeune donc qui s'occupait des réseaux sociaux. Tu dis à l'époque, mais oui, c'est ce que j'allais aujourd'hui. Moins quand même, c'est ça vrai. Ça commence à changer, j'espère en tout cas. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment ça. Là. Pour le coup, je pense que le métier de community manager n'existait même pas. Donc moi, j'étais commercial groupe. J'ai fait le tour de France et de Belgique en voiture pour aller vendre la destination Loire-Atlantique aux organisateurs de voyages en autocar. Donc très, très loin du digital. Je crois que si, dans le monde du tourisme, si on pouvait opposer les actions digitales et le groupe, je crois que c'est vraiment ceux qui sont les plus opposés. Donc j'ai fait ça quand même pendant 5 ans. Donc là, je faisais quasiment pas de digital. Au contraire, je me battais même avec les services marketing en disant non, c'est pas avec un site internet qu'on va vendre du groupe, il me faut une brochure papier. Et puis, donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc là, je travaillais pas du tout sur le digital, mais j'étais quand même rattaché à un service com qui, lui, commençait à faire du digital. On était assez précurseurs. Donc là, je rentre au département de Loire-Atlantique. On a un service com qui du coup prend le virage du digital. Donc là, on est en 2011-2012. On embauche une blogueuse à l'époque, donc, qui gérait un blog pour la destination. Et puis, elle fait reporter de territoire. Elle fait des billets de blog sur la destination. Et puis, un jour, elle décide de partir. Moi, j'étais toujours sur mon petit service groupe à faire tout autre chose que du digital. Mais j'ai toujours été passionné quand même par cet univers-là. Donc en fait, personnellement, je faisais de la photo, de la vidéo. J'avais un blog perso qui n'avait rien à voir avec le tourisme. Mais j'étais déjà à l'époque sous WordPress. Je m'amusais à créer des templates, à casser un peu les trucs. J'ai toujours aimé ça, même gamin, fouiller dans les ordinateurs, explorer Windows dans tous ces petits recoins. Tu avais déjà cette notion de production de contenu, même si c'était à titre personnel. À partir du moment où on commence à faire un peu de photos, de la vidéo, qu'on écrit des textes sur un blog, il y a quand même déjà cette volonté, cet amour de la production de contenu, quoi. C'est ça. Moi, la photo, ça a été une passion depuis
toujours quasiment. C'est mon grand-père, je pense, qui m'a passé cette passion-là. Et puis la vidéo assez vite, le montage aussi. J'ai commencé à faire des montages, des vacances entre potes ou des trucs comme ça. J'étais celui qui était attribué à faire ça. Les vidéos pour les anniversaires des copains, tout ça, c'était moi. Donc ouais, j'aimais ça. Puis moi, j'aimais mettre les mains dans le cambouis, en fait. J'aime bien faire, quoi. J'aime bien voir comment c'est fait, quels outils, quels leviers sont utilisés. Il y a une notion quand même de curiosité aussi. Pour toi, il faut être curieux pour comprendre comment fonctionnent les choses. Tester. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut une bonne partie stratégie, ça c'est hyper important. Mais après, quand on est dans l'opérationnel, il faut tester des choses, voir comment ça fonctionne, et puis avoir les mains dedans. Comprendre pourquoi ça marche pas. C'est ça. Ouais. Ok. Ça marche. Et donc, du coup, ta collègue part. Ma collègue part, et là, je dis en interne, moi, le poste m'intéresse. Alors, tout le monde me regarde avec des yeux un peu ah bon, toi parce que du coup, en plus, j'avais un blog assez militant, donc très perso, donc j'avais pas du tout parlé en interne. La photo, la vidéo, j'en parle pas spécialement. Et donc, du coup, là, je me révèle un peu. Et je dis, bah ouais, en fait, j'ai une passion, je fais de la photo, je fais de la vidéo, j'ai un blog. Ils m'ont dit, ah ouais, fais voir. Et donc, du coup, je dis, ok. Je leur montre un peu et ils me disent, bah on te met à l'essai pendant 2 mois. De toute façon, la personne qui est sur le poste s'en va. Donc, vas-y, fais. Et puis, on voit ce que ça fait. Et en fait, ça a marché. Et donc, en fait, je suis passé tout de suite sur un poste de community manager, du coup, à l'époque. Et là, je prends la main sur les réseaux sociaux. On avait à peu près 10 000 abonnés déjà sur Facebook. Et donc, on avait un blog, on avait un compte Instagram qui démarrait. Et ouais, je prends la main tout de suite avec cette pas forcément connaissance technique des réseaux, mais sur la production de contenu. Sur la photo, la vidéo, savoir ce qui marche sur les réseaux ou pas. Et petit à petit, je me forme beaucoup en testant. C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on en parle souvent à l'agence. On se rend compte qu'il y a un point commun chez les bons CM ou les bons social media managers, c'est qu'il y a toujours, avant le métier, une passion pour la production de contenu, quel que soit le format. Il y en a qui vont adorer faire la vidéo, donc qui n'aiment pas trop les textes, mais qui adorent la vidéo. D'autres qui vont adorer la photo, d'autres qui adorent écrire. Enfin, il y a toujours cette notion de « j'aime produire quelque chose ». Alors bien sûr, on peut être CM ou SMM sans aimer produire du contenu, mais généralement, quand même, c'est ce qui va différencier le très bon ou la très bonne CM de la personne qui est un peu plus moyenne sur le poste, parce qu'on en voit aussi qui font bien le boulot, mais il manque quelque chose, il manque cette petite fibre de la production. Le contenu est roi, ça n'a pas trop changé, donc on peut savoir quand poster, sur quelle plateforme, où chercher les fonctionnalités, mais si on n'a pas le bon contenu derrière, ça fonctionne moins bien forcément, donc je suis assez d'accord. Et puis les plateformes, elles évoluent finalement, les contenus ont une autre forme, mais le fond est toujours un peu le même. Oui, tout à fait. On va juste les adapter par plateforme. C'est ça. Ça marche. Donc finalement, c'est un choix qui est venu à toi. Ah, c'est une chance, c'est une super chance. Ouais. Je sais pas du tout si j'en serais là si la personne qui était sur le blog était partait. Au début, j'osais pas trop en plus. Postuler, je me suis dit oulala, ça va être compliqué. J'étais jeune, j'étais pas dans la boîte depuis très longtemps. On avait la personne qui était sur le poste était quelqu'un de reconnu sur le secteur du blogging à l'époque. Je me suis dit voilà, ça va pas être simple. On va peut-être me dire non. D'ailleurs, je pense qu'ils ont quand même pas mal hésité de se dire le gars qui est commercial et qui part en voiture des marchés, des petits vieux qui font des voyages en autocar va s'occuper des réseaux sociaux. Le gars qui demandait des plaquettes, maintenant il va nous dire que ça sert à rien. Donc non, c'était. Mais en fait, mon parcours, c'est un peu ça. C'est des opportunités. Des opportunités, et puis pas de gros virage non plus, finalement, de la pâtisserie vers l'hôtellerie, de l'hôtellerie au tourisme, du tourisme au digital. C'est atypique et en même temps, tout a l'air cohérent, quoi. Ouais, c'est ça. Ça vient pas non plus de nulle part, quoi. Ouais. C'est pas un virage à 360 un jour. Et puis finalement, tu nous en avais pas parlé au début, mais il y avait quand même ce truc de la photo avec ton grand-père, la vidéo que tu aimais faire déjà à côté... Donc finalement, ça vient pas de nulle part. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a cette passion pour déjà créer du contenu, et une petite fibre artistique peut-être aussi que j'ai toujours eu. Donc je suis très nul en dessin, donc il fallait des outils. Il me fallait des outils, soit un appareil photo, une caméra. Ouais. Et chacun ses talents. Ça marche. Tu voulais poser une question, Brian ? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le social media ? Hormis la production de contenu. Alors aujourd'hui, ce qui me plaît le plus,
c'est quand on arrive que tout fonctionne ensemble. C'est ça que j'aime bien, en fait, le social media, c'est parfois rebondir sur l'actualité ou créer des actualités. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est quand on arrive à avoir tous les leviers qu'on peut avoir sur le digital qui fonctionnent ensemble et qui fait que ça marche. J'ai un petit exemple là en tête. Là, récemment, maintenant, je travaille chez Saint-Nazaire-Renversante, donc on propose notamment des visites des chantiers de l'Atlantique. Récemment, M6 a fait un reportage au chantier de l'Atlantique, à une zone interdite, donc du prime time, un dimanche soir, sur un sujet qui marche plutôt bien. Donc on diffuse, nous, le teaser en avant sur les réseaux sociaux. Donc déjà, le teaser cartonne, alors que M6 l'avait diffusé, que les chantiers de l'Atlantique en avaient parlé, etc. Mais nous, on diffuse le teaser, on fait 100 000 personnes touchées sur le teaser en natif. Donc on se dit, bon, déjà, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ça marche super bien, alors qu'on diffuse juste le teaser produit par M6. Pour le coup, en termes de contenu, on n'avait pas produit grand-chose. Ouais. Mais on l'a diffusé au bon moment. On sait qu'on avait une audience aussi qui est sensible à ce sujet-là. Donc le lendemain, je crois, le surlendemain, l'émission est diffusée sur M6 en direct. Donc moi, je m'amuse à regarder déjà sur le site internet et je vois pendant les pubs des pics de fréquentation sur notre site, sur des pages qu'on avait positionnées en termes de SEO, sur où et quand assister au départ des bateaux à Saint-Nazaire, où visiter, est-ce que les chantiers de l'Atlantique se visitent. Donc déjà, on associe déjà du social media, de la télé et du SEO qui fonctionne bien. Et du coup, le lundi, moi je rentre au bureau et je me dis il faut absolument qu'on fasse du retargeting pour proposer notre produit qui est du coup la visite des chantiers de l'Atlantique. Donc à la fois sur les personnes qui ont été voir la page sur le SEO, mais aussi les 100 000 personnes qui sont venues commenter pendant le direct notre publication. Et puis on avait balancé du Twitter aussi qu'on associe beaucoup à la télé pour dire qu'on balance notre vidéo de visite des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Voilà. Donc, ce que j'aime, c'est qu'on arrive à faire ça. Quand on arrive à avoir les bons leviers, donc un post Facebook 2 jours avant une émission de télé qui va parler d'un sujet qui nous concerne, avoir du Twitter en même temps, et puis une page qui est bien référencée parce qu'on sait que les gens vont aller sur cette page-là. On avait lancé en plus un concours sur le site internet en même temps, donc on a fait de la data et de la transformation en data sur des visiteurs qui sont venus juste parce qu'ils ont vu une émission de télé. Et après, on va faire du retargeting sur les gens qui ont interagi avec notre site parce qu'ils ont vu l'émission. Enfin, quand on arrive à faire ça, c'est quand même jouissif. C'est pas tous les jours. Déjà, c'est pas tous les jours qu'on a une thématique qui est portée à la télé, mais il y a quand même des fois simplement des choses plus en local qu'on arrive à faire aussi. Donc, voilà, quand on arrive à associer tous les leviers digitaux du marketing et à transformer, c'est quand même ça qui me plaît, moi. C'est le côté stratégie d'avoir... Et puis d'être allé jusqu'au bout d'une actualité, d'un sujet qu'on sait porteur. Ouais. Puis avec le retargeting, c'est vrai que du coup, tu boucles la boucle. C'est ça. Et ça te permet vraiment d'exploiter cette visibilité pour toucher un public qui est déjà sensible à ton produit. Donc, c'est hyper intéressant. Ça marche. Et est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent moins dans le social media, à l'inverse ? Oui, je vais pas mentir, la partie modération, c'est pas la partie que je préfère. Même si parfois il y a des choses intéressantes dans la modération et elle est hyper importante et même primordiale. C'est avec ça qu'on fait de l'engagement quand même. Donc sans engagement, les réseaux sociaux sont rien. Donc elle est hyper importante, mais c'est peut-être pas la partie sur laquelle on s'éclate le plus. Et vous avez beaucoup de modération au niveau de commentaires négatifs dans votre secteur ? Honnêtement, non, pas tant que ça. Parce qu'on est quand même sur des sujets qui peuvent être considérés comme un peu compliqués. Quand on parle de paquebots de croisière, quand on parle d'éolien, on a des sujets qui sont un peu compliqués. Mais en fait, on a des communautés aussi qui sont concernées par le sujet, qui connaissent les problématiques, les solutions qui sont en cours de développement, qui savent qu'il se passe des choses sur ce sujet-là à Saint-Nazaire. Donc, en fait... à notre grande surprise, même à nous, je crois qu'on se dit on a quand même pas mal de chance. Quand on fait un sujet sur un paquebot de croisière, on pourrait se dire oh là là, on va se faire allumer. Ouais, mais justement, moi je m'attendais à ce que vous soyez plus sur une cible engagée, qui est vraiment soudée à vos côtés. C'est le cas, pas que, mais voilà, il y a des pour et des contre. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que généralement, j'ai pas besoin d'intervenir sur la modération à ce sujet-là, sauf quand ça dérape.
Mais en fait, on a dans nos audiences qui interagissent quand même beaucoup sur nos réseaux sociaux. Qui vous défendent. En fait, c'est pas nous qui défendent, mais qui viennent contre-argumenter, argumenter et débattre. Et en fait, le débat se crée. Donc, du coup, on le laisse, on le surveille que ça dérape pas. Mais du coup, en fait, c'est nos abonnés qui viennent répondre à certains commentaires sur des sujets qui peuvent être un peu touchy. Et donc, c'est très bien pour nous parce qu'on n'a pas besoin de se positionner. Enfin, on se positionne pas d'ailleurs. Mais on n'a pas besoin d'intervenir. Ok. Mais parfois, ça dérape. Et là, oui, on doit intervenir. Ouais. Mais après, ce qui me plaît moins, c'est plus... nous, on a pour règle de vraiment répondre à tous les commentaires et même de relancer dans les commentaires pour créer de l'engagement, créer de la discussion, des échanges sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, quand la personne dit « Waouh, c'est chouette », et on va venir répondre, engager la discussion, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est pas la partie... ça prend du temps, la plus créative. C'est super, ça prend énormément de temps. Ouais. Surtout que nous, on a quand même la chance dans le secteur d'activité qui est le tourisme, les loisirs, d'avoir pas mal d'abonnés, d'avoir des sujets qu'on commente facilement. On s'adresse aussi à des habitants qui connaissent, donc on a beaucoup de commentaires à gérer. Oui. Ok. Ce qui est plutôt cool, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Moi, j'avais une dernière question à te poser avant qu'on parle vraiment un peu plus de ton quotidien au travail. C'est la question à 1000 points dans nos métiers. Comment est-ce que tu expliques ton métier à tes proches ? C'est pas très simple. Surtout, en vrai, ce que je trouve le plus compliqué, c'est vraiment qu'ils comprennent que c'est un métier sérieux qui nécessite et des compétences et que on n'est pas juste en train de jouer. Ouais. Et voilà. Donc, et même en interne, des fois, c'est pas ça. On y reviendra. Donc, comment je l'explique ? J'explique que je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour promouvoir la destination et les visites que je fais. Et ça, ils comprennent ? Ouais, ou alors je résume en disant que je fais de la publicité sur Internet. Ouais. On fait beaucoup, hein. Ouais, voilà. Généralement, ça se termine comme ça pour ceux qui comprennent pas trop. Après, c'est marrant parce que du coup, en fait, c'est marrant et en même temps, c'est ce qui montre que les gens ne comprennent pas parce que nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de dark posts, donc des publicités qui sont pas publiées sur notre page en natif. Donc les gens ne le voient pas s'ils sont pas ciblés. Donc moi j'ai des collègues qui me disent par exemple tu parles pas de ça sur les réseaux sociaux alors que c'est là où on met notre plus gros budget pub. Donc c'est plus ça moi je trouve qui est compliqué et frustrant et là d'expliquer aux gens dire non parce qu'en fait tu fais pas partie du ciblage, toi si tu le vois pas c'est normal alors que d'autres l'ont vu. Enfin là on commence à rentrer dans des choses techniques. Ouais. C'est compliqué pour beaucoup parce que dans la pub traditionnelle tu fais une affiche dans la rue, même si t'es pas dans la cible, tu la vois. C'est ça. Et t'es content de la voir. Tu te dis c'est ma boîte qui font de la pub. Là oui sur les réseaux, si t'es pas dans le ciblage, tout ce qui est non organique, si t'es pas dans le ciblage, tu vois rien. Donc t'as l'impression qu'il se passe rien. Ouais, exactement. Et donc là nous on est en train de monter un peu en puissance dans l'équipe. On a embauché une community manager, reporter de territoire qui va être un peu plus sur le terrain pour que moi justement je puisse me consacrer un peu plus à la partie stratégie et la partie pub. Et c'est vrai qu'il a fallu que les gens comprennent qu'il fallait splitter mon poste en deux. C'est dire mais du coup tu vas faire quoi ? Oui. Il dit mais ça va, c'est cool, il s'occupe des réseaux sociaux mais il y a une community manager qui est embauchée, je comprends pas. Bon, je m'occupe pas que des réseaux sociaux non plus en plus donc. Et ben alors justement, tu fais une très belle transition sur la question que je voulais te poser après pour parler de ton quotidien justement. Donc tout à l'heure tu nous disais que ton poste c'était digital et social media manager. Alors, quelle est la place du social media dans les leviers que tu utilises ? Alors, je vais parler de jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est un peu en train de monter en compétences, mais la partie réseaux sociaux, ads compris ou... Globalement oui, voilà, globalement, oui, voilà. Si vous faites aussi du Google Ads, blog, etc., genre, quelle place ça représente vraiment dans tout ça, le social media ? Les réseaux sociaux doivent occuper, si je rajoute la partie publicitaire, on est à 80% de mon temps. Ouais, quand même. Voire 70%. Ouais, parce qu'on a un comité édito pour définir les sujets. Ensuite, la partie modération, ce que je disais, on a beaucoup... Alors après, on est sur une activité aussi qui est très saisonnière.
Nous, on a des campagnes par période de vacances. Donc, je sais qu'à chaque vacances, on a une partie modération avec l'ADS qui vient, qui est énorme. Et puis, il faut préparer en amont les vacances. La partie modération est assez importante. La planification des posts, la création de photos, vidéos sur le terrain, la partie recherche de contenu, la partie veille, la partie stats qui prend aussi beaucoup de temps, planifier tout ça, créer le contenu, enfin voilà, ça prend quand même beaucoup de temps. Et la partie photo, vidéo sur le terrain, vous faites tout vous-même ? Non. Alors, on a 2 approches. On a une approche, on va dire, contenu de marque officielle. Donc là, on travaille avec des professionnels, des agences de production vidéo. Généralement, on produit un film par an. Après, qui est décliné en plein de formats, etc. Mais on a une production vidéo par an et plusieurs reportages photos avec des photographes par an. Donc ça, on va dire que c'est notre contenu annuel qui alimente notamment les publicités, etc., qui est le contenu de marque. Et puis après, on produit énormément, mais en termes de quantité de contenu, on produit énormément après en interne, que ce soit de la photo, de la vidéo, en fonction de l'actualité, un mouvement de paquebot, la solitaire du Figaro, des bords de Loire, des événements qui sont organisés. On va tester nous-mêmes des activités. Là, c'est assez énorme. Ok. Est-ce que tu as une semaine type ? Est-ce que j'ai une semaine type ? Oui, à peu près. Et ça ressemble à quoi ? Alors, première chose que je fais le matin, c'est la modération. Ok, tu commences par ça. Direct, j'attaque. J'essaye de ne pas ouvrir ma boîte mail. Ouais. Avant d'ouvrir ma boîte mail, j'essaye de faire la modération. Donc, vérifier tous les messages, tous les commentaires, y répondre. Donc, déjà, ça peut me prendre 1 heure. Tous les jours ? Ouais. Ok. Après, ça, même plus, parfois. Parce que, alors, du coup, j'ai aussi la partie gestion des avis sur TripAdvisor, Google My Business, Solocal, tout ça. Donc ça, c'est une partie assez importante aussi. Donc il faut répondre à tous les avis, identifier les problèmes, faire remonter les problématiques aux différents services en fonction des sujets. Ça alimente aussi la veille parce qu'on a pas mal de communautés qui nous alertent nous-mêmes sur des événements, nous posent des questions. Ensuite, le lundi, on a un comité éditorial. Donc on est réunis avec Arnaud Glise, qui est le responsable du service, Marie Bibard, qui est chargée des contenus éditoriaux, plutôt pour la partie site web et brochure, et moi-même sur la partie réseaux sociaux. Parfois on fait intervenir même des gens d'autres services, de l'office de tourisme, du pôle patrimoine par exemple, qui eux sont plus en lien avec le terrain ou à la programmation d'événements. Et donc là, après, on va définir généralement, on travaille sur 15 jours, les sujets alors on a déjà listé à l'année. Enfin, notre planning éditorial, il change quasiment tous les jours. On travaille un peu comme un média, finalement. C'est-à-dire, c'est quoi les actualités qu'on a reçues comme infos, qu'on a vues dans notre veille. On les place sur le calendrier. On se dit, OK, ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait une story ? Est-ce qu'on en fait... on en fait un post natif. Est-ce qu'on va le positionner plutôt sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ? Est-ce que c'est un communiqué de presse ? Donc on ne traite pas que la partie réseaux sociaux dans cette partie comité éditorial. On va aussi dire est-ce qu'on en fait une newsletter ? Est-ce qu'on en fait un article sur le site web, etc. Et en fait, c'est vraiment moi le planning éditorial ensuite qui va guider la semaine. Donc je sais quel post on va publier, quel jour, au niveau de quel angle on va prendre. Est-ce que je vais avoir besoin de produire de la photo, de la vidéo, ou est-ce que je vais aller rechercher du contenu qu'on a déjà ? Et après, je vais planifier les posts. Et ensuite, ça c'est vraiment sur la partie... tous les matins, c'est à peu près ça, c'est-à-dire planification des posts. Et la partie veille qui est hyper importante pour nous, parce que comme je disais, on fonctionne vraiment un peu comme un média. Donc on va surveiller la presse, tous les matins on lit la presse. Spécialisé ou local, et c'est là où on va un peu choper les événements qu'on va relayer. Et puis ensuite je vais m'occuper plus de la partie web market l'après-midi généralement. Donc là je vais travailler soit sur du contenu sur le site web pour avoir des landing pages, des campagnes SIA, des campagnes social ads, newsletter, je m'occupe de la partie aussi gestion de la relation client, ou sur des parties plus techniques sur le site web. On va dire le matin, plutôt tout ce qui est de l'ordre du quotidien impondérable, et l'après-midi, je travaille un peu plus sur les projets. Ok, ça marche. Alors, tu as commencé à évoquer quelques noms tout à l'heure.
Mais du coup, on se demandait avec qui est-ce que tu collabores, du coup, de qui est composée ton équipe? Alors, donc, nous, la partie social media et même digital, en fait, elle est rattachée, elle n'est pas séparée du pôle communication marketing. Donc, moi, je fais partie du pôle communication marketing, dont le responsable est Arnaud Glise. Ensuite, on produit beaucoup de choses en interne, que ce soit papier, digital, etc. Donc, on est, si je ne me trompe pas, on est 7 dans l'équipe. Donc, moi, je m'occupe de la partie digital, web marketing et social media. Là, on vient d'embaucher une community manager, Chloé, qui vient de nous rejoindre, là, qui est encore en formation avec moi, qui va prendre la partie publication des posts, création de contenu et reporter terrain, et puis modération aussi. Donc on a Marie qui est chargée des contenus éditoriaux et des relations presse, donc c'est elle qui va écrire sur le site web notamment. Alors sur les réseaux sociaux, c'est nous qui écrivons directement. Ensuite, on a une personne qui est designer graphique, Melouen, et qui est assistée d'une alternante. On a une commerciale qui, elle, pour le coup, travaille tous les partenariats. Et on a une personne qui est chargée de la production plus print, parce qu'on travaille aussi sur tout ce qui est contenu, muséographie, cartels, panneaux d'affichage, signalétique, etc., qu'on produit aussi en interne. Donc, on fait beaucoup de choses. Okay. Et après, on travaille avec les autres services, c'est hyper important aussi. On travaille avec les équipes de l'office de tourisme qui nous font remonter les besoins ou qui nous font remonter de la veille, des infos qu'ils peuvent avoir sur le terrain. On travaille avec le pôle patrimoine chez nous, qui est un pôle qui est important, qui fait une programmation annuelle d'événements. Donc là, pour nous, on a besoin de savoir quelle est la programmation pour pouvoir la relayer, la promouvoir derrière. Et alors justement, tout à l'heure, tu parlais des comités édito que vous faites tous les lundis. Donc là, c'est vraiment l'équipe on n'est pas toute l'équipe com, on est 3-4 en permanent. Donc Arnaud, responsable du service, Marie, chargée des relations presse et des contenus, et puis moi et Chloé maintenant, qui nous occupons de la partie digitale. D'accord. Et comment vous organisez du coup les échanges avec toute l'équipe com marketing ? Donc du coup, c'est au sein du comité édito. En gros, moi, je suis plutôt en charge du planning éditorial. Donc je positionne déjà un peu les sujets que j'ai identifiés en termes d'actualité. Et puis, je commence déjà un peu à positionner les sujets qu'on va aborder dans les jours à venir sur les réseaux sociaux. Même, on planifie vraiment à l'année et après, on vient alimenter et modifier en fonction de l'actualité. On a déjà planifié ce qu'on va dire en décembre, là, par exemple. On sait déjà ce qu'on va parler des journées du patrimoine, enfin des grands événements comme ça. Et puis ensuite, chacun en fait partage un peu sa veille. C'est Marie qui est chargée de mutualiser un petit peu tout ça, notre chargée de contenu et des relations de presse. Et on va mettre sur la table en gros tous les sujets qu'on a trouvés en veille et qu'on connaît, donc qui nous sont remontés par les autres services, et on les planifie vraiment. C'est-à-dire lundi c'est sur Facebook, mardi il y a un communiqué de presse qui part, mercredi c'est une newsletter, pour tel jour il faut que tel contenu soit en ligne sur le site web et il sera relayé de telle façon. Ouais, vous avez une approche globale avec les temps forts sur lesquels vous ne pouvez pas passer à côté. Et après, au quotidien, ça va être alimenté par ce qui va se passer. Alors, on ne parle pas que d'actualité. C'est hyper important aussi pour moi sur les réseaux sociaux de me battre en me disant c'est pas une page que agenda. D'ailleurs, on a distingué aujourd'hui, on a une page Facebook qui est la vitrine de la destination, l'image qu'on veut renvoyer de notre destination. Et on a créé un groupe Facebook pour tout ce qui est partie agenda. Okay. Qui en plus peut être alimenté par les associations, les acteurs locaux qui organisent des événements. Parce que je ne veux pas que notre page Facebook soit juste un relais d'événements. C'est hyper important pour nous qu'on ait du contenu de marque, qu'on ait du contenu stratégique, de positionnement. Donc en comité éditorial, on va passer les actualités, mais on va aussi dire on veut pousser le sujet autour de... par exemple, là cette année, on est sur le centenaire de l'aéronautique à Saint-Nazaire. Donc on se dit, ok, comment on va promouvoir ça avec des événements ou pas ? C'est-à-dire que c'est juste un contenu éditorial, un contenu sur l'histoire, un contenu historique, un portrait, un reportage vidéo. Voilà. C'est pas que lié à l'actualité, ça c'est hyper important. Ok. Et du coup, ta collaboration avec les autres services donc, qui ne sont pas marketing com, ça se fait du coup plus par l'intermédiaire de ta collègue Marie ? Oui, en fait... tous les services sont invités à nous partager un peu toutes les informations qu'ils veulent voir remonter en communication. Et après, nous, on a aussi besoin d'aller vers eux. Enfin, clairement, il y en a beaucoup qui le font quand même, parce qu'on a un secteur qui est grand public, donc on est sur du B2C, donc ça passe quand même par une communication grand public qui est très importante.
Donc on a quand même des équipes qui sont habituées à nous faire remonter des infos, des sujets qu'ils veulent mettre en avant, l'office de tourisme, l'agenda patrimoine pour le pôle patrimoine. Donc on est même plutôt obligé de faire le tri dans toutes les infos qu'on reçoit. Justement, est-ce qu'il vous arrive parfois de dire non, ça non, malheureusement on ne pourra pas en parler sur nos réseaux? Ah oui. Et comment tu leur expliques? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé le comité éditorial, c'est-à-dire que ça crée un filtre entre la personne qui fait remonter une info qu'elle aimerait voir pousser sur les réseaux sociaux et une décision qui est prise collégialement avec le responsable du service. Et après on explique, moi j'explique en fait ce que je dis souvent, même si j'essaye de contourner un peu le truc à chaque fois, c'est pas moi qui décide, c'est l'algorithme. C'est un petit peu ce que j'explique. Après, à nous de trouver aussi l'autre. Si le levier de communication, c'est pas les réseaux sociaux, à nous de trouver le bon et de trouver l'autre levier de communication qu'on va utiliser si c'est pas les réseaux sociaux pour promouvoir un événement qui nécessite d'être porté. Ouais, ce que tu dis, c'est que des fois, on te demande d'en parler sur les réseaux et la réponse, ça va être non, ça sera pas sur les réseaux, ça sera dans la newsletter ou... C'est pour ça que nous, en fait, si quelqu'un vient me voir et me dit j'aimerais bien qu'on parle de ça sur les réseaux sociaux, en fait, on dit donne-le-moi, on verra ça en comité édito, on en discutera et on verra. Et parfois, il y a même des sujets, pour être très honnête, dont on décide de ne pas s'emparer parce qu'on considère que c'est pas de notre ressort, c'est pas lié à notre activité, on est hors sujet. Enfin voilà, dans ce cas-là, on a une colonne dans notre calendrier éditorial de tous les événements. Je pense qu'il y a 20% qu'on relaie. Ok. Et du coup, c'est toi qui tranches de ces décisions on en parle sur les réseaux sociaux, non, on en fait un article de blog Non, c'est le chef. Arnaud. Oui, c'est Arnaud qui est en comité édito lundi. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Non, on est vraiment dans l'échange et chacun apporte sa vision métier et son expertise métier. C'est très rare qu'on ait besoin de trancher comme ça. Généralement, on est assez d'accord. C'est vrai que moi, je suis plutôt... c'est ça que j'aime bien aussi dans notre fonctionnement en interne, c'est-à-dire que je suis assez réticent souvent sur des sujets. Et en fait, en discutant entre nous en comité éditorial avec d'autres points de vue qui sont justement pas du monde digital, pas des réseaux sociaux, on arrive à trouver un angle que moi, j'aurais jamais trouvé tout seul. Et de faire un carton, par exemple, sur un truc où moi, j'avais dit « Non, mais ça marchera jamais. » Non, mais c'est vrai, de prime abord, tu te dis « Oh non, mais ça, c'est mort. » Et quand on parle à tes collègues... T'en as un qui va dire mais attends, on pourrait en parler comme ça, ou on pourrait plutôt faire un focus là-dessus, et tu te rends compte que oui, c'est des super idées, quoi. C'est pour ça que c'est bien je trouve que c'est intéressant dans votre manière de fonctionner, c'est d'avoir ce comité édito qui va filtrer, et puis où vous allez être plusieurs aussi à discuter d'un sujet. On filtre et on phosphore aussi ensemble, quoi. Ouais. Et c'est souvent autour de l'angle en fait que ça va venir, et du coup moi après je mets en œuvre, en forme, en choisir les bonnes photos. Des fois on a des débats, on a un coup de cœur sur Instagram tous les dimanches, donc le coup de cœur c'est du GC en fait, c'est un contenu qu'on va reprendre parmi nos abonnés ou des photos qui nous ont plu. Et des fois on n'est pas d'accord, on dit mais non, ça va pas tout marcher, puis après au prochain comité édito on regarde les chiffres, puis on voit qu'il y avait raison. Ouais, bien sûr. Non mais c'est marrant parce que nous aussi on fait des comités édito avec nos clients, et je trouve que c'est le moment quand même qui est le plus sympa. C'est quand le client nous dit voilà tout ce qui se passe chez nous, et puis après on discute de comment on va en parler, et souvent ils pensent qu'on va relier tout ce qui se passe chez eux, alors qu'en fait on va prendre que 30-40% parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont être moins pertinentes pour l'audience, et puis il y a des contenus qui seront peut-être plus pertinents d'être traités sur d'autres supports. Donc c'est hyper intéressant cette partie comité édito, parce que ça t'évite de travailler tout seul, et surtout d'être dans une posture un peu d'exécutant, tu vois. On passe une commande, tu fais un post. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut en discuter, il faut réfléchir à est-ce que c'est pertinent d'une part, et quel angle on va adopter derrière, quoi. Donc, je trouve que c'est bien, ça institutionnalise un petit peu le fonctionnement de ce que vous allez mettre sur les réseaux. Ouais, et franchement, moi, j'avais pas l'habitude de travailler comme ça avant. J'étais un peu... je travaillais tout seul, j'étais très autonome, mais en même temps, du coup, je prenais un peu les décisions tout seul, et du coup, c'était un peu oui, non... Voilà, c'était pas très partagé, c'était pas très collégial, et pour le coup là il y a des choses auxquelles je dirais non, et finalement en discutant entre nous on trouve une super idée, un super angle, donc c'est hyper important. Puis ça montre aussi ce qui est bien là où je travaille aujourd'hui chez Saint-Lazare Emerson, de l'importance du digital, et on a à peu près tous la même vision, donc déjà c'est chouette déjà de partager la vision du digital en interne comme ça, et de se dire voilà, c'est tellement important que ça doit le faire sujet d'une réunion avec des validations, un calendrier, sur des choses sur lesquelles on s'arrête, des choix qui sont faits.
c'est chouette de travailler comme ça. D'extérieur, ça peut faire un peu peur, parce que ça alourdit, ça fait une forme de machine où voilà, tout est discuté, etc. Mais c'est vrai que derrière, par contre, la qualité du contenu, elle s'en ressent. Enfin, Ouais. voilà, Après, on valide pas tout en comité édito, on valide pas les textes, on valide pas les photos. Oui, mais tu valides les sujets et l'angle. Les sujets et l'angle. Ouais. Donc, il laisse quand même une partie autonome qui est importante sur le choix des visuels, sur l'écriture des textes, sur voilà, même généralement sur le choix du meilleur réseau social adapté pour ce poste-là. Voilà. Pour le coup, on a quand même une maîtrise des choses. Alors c'est intéressant parce que du coup, on a parlé de sujet, angle, donc un peu la planif. Une fois que tu passes à la production, comment tu vas collecter la matière du terrain? Parce que je pense que voilà, vous avez des gens un peu partout. Comment tu fais remonter l'info? Pour le contenu? Ouais. Alors là, franchement, on est plutôt bien servi. Déjà, nous, on a une base photothèque qui est assez énorme. Si j'ai besoin, je vais sur le terrain. On travaille avec la ville qui a 2 photographes à temps plein. Ah oui. Donc ouais, non, on a des armes, hein, franchement, on va pas se plaindre. Et même après, on travaille aussi avec des partenaires. On travaille beaucoup avec les chantiers de l'Atlantique qui ont eux-mêmes une photothèque dans laquelle on peut aller se servir. Ouais, j'ai 5-6 photothèques dans lesquelles je peux piocher, qui est du contenu quasiment exclu en plus. Donc, non, c'est la chance de travailler dans le tourisme. C'est le rêve. Ah ouais, je pense qu'il y a beaucoup de CM là qui vont arriver un peu. Ouais. Et ça ne suffit pas pourtant. Il faut quand même aller sur le terrain parfois, souvent même. Après, quand c'est des événements, nous on s'attache aussi à avoir du contenu qui soit authentique. On va très très loin dans l'authenticité de nos contenus. Ils sont, on va dire, ils sont développés mais pas retouchés. Il n'y a jamais une photo qui aura été prise ailleurs que sur notre territoire qui sera diffusée sur notre page. Même sur les saisons, faire croire qu'on est sur une saison alors qu'on est sur une autre, on évite. Voilà, donc on fait très très attention parce qu'on peut se permettre, parce qu'on a du contenu. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de cœur du dimanche, où vous n'étiez pas toujours d'accord, et que vous regardiez justement le lendemain qui est-ce qui avait raison. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous regardez pour regarder si un contenu a marché ou pas? Comment vous Alors, vous notre référence, pour nous, c'est la portée d'un post. Ok. Voilà. Donc, on a des objectifs, des objectifs. On a des seuils à partir duquel on se dit on a atteint nos objectifs ou pas. Un post sur Facebook, pour nous, en natif, il doit toucher 10 000 personnes minimum. En dessous, on va se dire, bon, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Après, il y a des sujets, on sait que c'est plus ou moins porteur. On a des sujets un peu imposés aussi, où on se dit, bon, voilà, on sait qu'on n'avait pas le choix, on est sur une problématique un peu différente. Après, on a trouvé des leviers, je peux en parler aussi, pour pousser des posts qui, nativement, traditionnellement, ont du mal à fonctionner, sur Facebook notamment. Et sur Instagram, l'objectif, c'est 7000. Et comment tu les as fixés, ces seuils, justement? Alors, ils évoluent en fonction c'est de l'expérience, en fait, qui nous a fixé ça. On fait une moyenne à peu près des posts, on va dire, classiques, parce que des fois, on peut aller beaucoup plus loin, ou des fois, se prendre des grosses gamelles. Donc, voilà, on les a fixés entre nous, en comité éditorial, justement, en étudiant chaque post. Chaque post, chez nous, est scruté au quotidien et après en bilan mensuel. Donc voilà, ça permet de se dire, justement, c'est pas en nombre de likes, c'est pas en nombre de partages, même si c'est ça qui va faire la portée du post, hein, finalement, derrière. Donc, et en comité éditorial, moi, c'est ce que je dis aussi, est-ce que tu crois franchement, si on poste tel sujet, que notre communauté va taguer ses potes en disant hey, regarde ce qu'ils ont posté, est-ce qu'ils vont aller le partager à tous leurs potes, ou est-ce qu'on va avoir 500 likes sur ce post-là? Et généralement, quand on a un débat, on se pose cette question-là. Et c'est un peu ça qui va trancher. On dit, ah ouais, non, mais non, personne ne fera ça. Est-ce que ça va créer de la discussion, quoi? C'est ça. Et des fois, on se bat aussi pour sortir l'info en premier, parce qu'on fait de l'info locale, en fait, un peu. Ouais. Comme peuvent le faire Ouest France, Presse Océan, les services comme de la ville, des médias plus locaux, des influenceurs plus locaux. Donc des fois, je sais que le premier qui sort l'info aura plus de partage que l'autre. Donc des fois, on se bataille aussi un peu. Et ouais, on cherche un peu le scoop aussi. Oui, bien sûr. Le premier qui annonce une commande du premier paquebot à voile des chantiers de l'Atlantique, bah ouais. C'est celui qui a gagné. C'est celui qui a gagné, quoi. Mais pas toujours. Ça suffit pas. On parlait un peu des chiffres. Ouais. Du coup, je pense que tu les détermines sur la base d'un reporting. Est-ce que tu fais un reporting? À quelle fréquence? Ouais. On fait... alors du coup, en comité édito, on regarde les chiffres comme ça directement sur la page.
Et tous les mois, je fais un reporting digital complet, donc réseaux sociaux, site web, campagne digitale, référencement naturel. Donc j'ai un petit reporting qui fait 30 pages à peu près. Petit, ouais. Et encore qui est une synthèse. Je travaille avec Google Data Studio qui est branché avec Supermetrics, plus des infos internes sur la partie e-commerce du coup aussi. Donc on passe beaucoup de temps sur les chiffres. Donc tous les mois, après moi je présente ça en comité de direction. Donc ça c'est intéressant aussi, ça montre à quel point aussi la direction est engagée sur la partie digitale. Elle ne regarde pas que le chiffre d'affaires qu'on peut faire, mais elle regarde aussi la façon dont on porte l'image de la maison et de la marque. Donc, et parfois ça amène aussi des discussions au comité de direction où mon directeur qui va me dire vous n'avez pas parlé de ça, ou du coup je dois expliquer pourquoi. Et ou d'autres où du coup on creuse tel ou tel sujet, qui va me demander d'aller plus loin sur un sujet, sortir des chiffres plus précis sur telle ou telle info. Donc, mais moi j'aime bien après cette partie stats. Quand elle est dans l'analyse et qu'on n'y passe pas trop de temps, qu'on a réussi à avoir ces bons KPI. Là on va tout revoir cette année sur la partie KPI. Je veux qu'on remette tout à plat parce que il y a plein d'outils qui sont en train d'évoluer. On va changer un peu la façon dont on regarde les chiffres. Très bien. Et comment, si je pensais à ça tout à l'heure, parce que tu disais en comité édito, on définit les sujets, mais on ne voyait pas le contenu. Justement, quand le contenu est produit, comment s'organise la partie validation est-ce qu'il y a quelqu'un qui relie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide? Comment c'est géré cette partie-là? Non, du coup, je suis autonome sur cette partie-là. Alors maintenant, c'est Chloé là, qui va s'en charger. Donc là, pour l'instant, Chloé, donc, elle est arrivée depuis 15 jours, donc elle va reprendre cette partie-là. Pour l'instant, je valide ses contenus parce qu'elle vient d'arriver et que je dois la former sur la partie comité éditorial. Mais après, non, c'est le community manager qui... Pas de relecture, du coup. Pas de relecture. Oh là là. Ouais, c'est de la classe, ça. Non, après, on peut pas se permettre. Ouais, okay. On peut pas se permettre et... parce que je nous connais aussi en interne, on est tellement exigeants. Si on commence à relire, on va mettre 5 heures à écrire un post, je pense. Oui, c'est ça. Donc il faut trouver aussi un juste milieu. Alors parfois, c'est moi, par contre, qui va demander une relecture parce que je suis pas sûr de moi. Ou j'ai pas d'idée. Ou je sais que le sujet est touchy. Je sais aussi qu'il y a des sujets où j'ai besoin de relecture. Finalement, c'est plutôt moi qui vais aller vers mon responsable ou une personne qui est experte sur le sujet. Là, je vais avoir besoin d'une relecture. Ok. Mais non, sinon, après 4 ans d'expérience, on connaît bien la ligne éditoriale, les sujets touchy, la façon dont on utilise tel ou tel terme, mais c'est vrai que c'est pas facile au début. Ouais, et puis de prendre la responsabilité de publier quelque chose sans que ça ait été relu ou validé par quelqu'un d'autre, ça veut dire que s'il y a un problème, c'est sur toi qu'on va retomber, quoi. C'est clair. Donc, ok. Mais je comprends que vous ne puissiez pas vous le permettre parce que ça rallonge du coup la chaîne de production. Ça serait beaucoup trop long. Là, je le vois quand on le fait. Quand moi j'ai commencé mon poste là, à Saint-Nazaire, renversante, quand on le faisait, c'était hyper compliqué. Et puis du coup, on se torturait l'esprit pour des trucs. Et à la fin, c'est moi qui ai dit, la durée de vie du poste, c'est à peu près 24 heures. Oui, c'est ça. Ouais. Si on passe 3 heures par poste, ça va être compliqué. Et nous, c'est la même logique ici. On ne peut pas se permettre de rallonger éternellement le temps. Donc, c'est un contenu qui reste quand même assez éphémère. C'est ça. Donc, il faut quand même être le plus efficace possible. Il faut y consacrer le temps qui est nécessaire. Après, voilà, je disais, il y a des postes où je sais que c'est hyper important. Et dans ce cas-là, je vais demander une relecture. Ou c'est Arnaud qui va me dire, tu me montres avant de publier pour qu'on soit bien raccord. Voilà. Ok, c'est en fonction des sujets. Ouais. Et sur un plan beaucoup plus basique, est-ce que tu es outillé pour avoir des relectures orthographiques ? Ouais. Ou est-ce que tu es juste trop fort ? Non, alors en plus, pour être très honnête, en CM2, j'avais des moins 25 en dictée. Des moins 25 ? Des moins 25. C'est pas possible. J'avais un prof très sympa. Bienvenue au club. Non, mais c'est un vrai sujet dont il faut parler. Moi, justement, je me dis militant un peu de cette cause-là aujourd'hui. C'est un vrai sujet. C'était du coup, je me suis corrigé et je me suis rattrapé sur les lacunes que j'avais quand j'ai commencé mon premier poste de CM au département de Loire-Atlantique, parce que je savais que c'était mon frein numéro 1. Donc, et franchement, c'était source d'angoisse pour moi, parce que je connaissais mes lacunes par rapport à ce niveau-là. Je perdais toute confiance en moi à cause de ça. Donc je passais 10 ans à relire, à charger. Si j'étais pas sûr de l'orthographe, je rechangeais, mais pas parce que je trouvais que le poste était pas pertinent, parce que j'étais pas sûr de l'orthographe, etc. Donc à un moment, je me suis dit, bon, on va reprendre tout à zéro. On va sortir un Becherel, parce que moi, c'était plutôt la conjugaison, le problème. Et on va reprendre les bases.
que j'avais pas, en vrai. Donc, et je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à se poser cette question-là. Et il faut prendre le taureau par les cornes un jour et se dire, bon, bah, j'accepte mes lacunes, je les assume et je vais les corriger une bonne fois pour toutes. Donc j'ai fait ce boulot-là, donc aujourd'hui ça va, donc je fais plus de fautes. Je peux faire quelques coquilles, ça arrive à tout le monde, mais je fais plus du tout de fautes de conjugaison, d'accord, etc. C'est hyper important en fait. Hein. Donc nous aujourd'hui en entretien on fait faire des dictées. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est hyper important. Enfin, donc ce sujet-là est pour moi hyper important et je veux dire à tous ceux qui ont des problèmes d'orthographe, bah, prenez le taureau par les cornes et il faut corriger ça pour être tranquille après. Vous allez gagner en sérénité, vous allez gagner en confiance en soi et puis vous allez, une fois qu'on fait plus de fautes, c'est un sujet en moins qui nous permet de nous concentrer sur le reste, quoi. Donc, mais j'ai quand même un outil, c'est le Language Tool, je crois qu'il y a un plugin Google Chrome que j'utilise qui permet qu'un correcteur d'orthographe qui vient se mettre un peu partout dans les formulaires, etc. Qui permet en plus d'aller un peu plus loin sur vraiment des règles de grammaire et de bon français, qui en plus est multilingue et qui fonctionne bien. Donc, et puis en plus, ce qui permet de personnaliser, c'est-à-dire que nous, on a des termes escale atlantique, par exemple, chez nous, c'est écrit escale sans E avec un apostrophe et atlantique IC à la fin. Tu as un dictionnaire qui te permet de dire ça, c'est un vrai mot qui est de chez moi. Voilà, c'est ça. Mais au moins, dès que je vois qu'il y a un petit truc qui est souligné en rouge, je me dis il y a quelque chose. Voilà. Donc c'est hyper important. Mais c'est un vrai sujet pour tous les CM et il faut être irréprochable là-dessus. Donc. Il faut aussi accepter de lâcher prise, c'est-à-dire que quand tu produis beaucoup de contenu, je pense que si tu mesurais le nombre de mots que tu écris par mois, c'est un truc de fou. C'est normal qu'à un moment donné, tu aies 1% de fautes, parce qu'à un moment donné, quand tu t'écris 10 000 signes, 20 000 signes, ça peut pas être parfait tout le temps. Donc, je sais que c'est sur la modération où je vais moins être vigilant, parce que je vais juste répondre à un commentaire ou des choses comme ça. Sur les posts, je suis hyper vigilant, je relis plusieurs fois, et j'ai mon correcteur, je le vérifie vraiment. Et puis après, sur la partie modération, oui, des fois j'arrive, il y a des matins, si on a publié un post assez fortement, j'arrive, j'ai 70 commentaires auxquels répondre, ça va un peu vite. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un vrai sujet, je te rejoins. En fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier-là parce que c'est sexy, on a l'impression qu'on joue, justement, on en parlait tout à l'heure, mais qui ont des difficultés pour écrire. Et qui oublie qu'en fait, oui, tu peux faire de la vidéo, oui, tu peux faire de la photo, mais à un moment donné, tu as toujours besoin d'avoir un texte d'accompagnement. Il faut toujours écrire quelque chose, une légende ou autre, et donc à un moment donné, il faut aussi se faire violence et s'améliorer sur cette partie-là, parce que tu peux pas, de mon point de vue, tu peux difficilement faire ce métier-là si tu... non, c'est pas possible. C'est très compliqué. Et je pense vraiment que c'est pas insurmontable, en fait, de corriger cette lacune-là et de voilà... que j'ai fait moi, ressortir un Becherel, refaire des dictées à la maison, aller vérifier les règles de grammaire, etc. Enfin, une fois que c'est fait, mieux, quoi. Tu vois, tu parlais de Language Tool. À l'agence, on utilise Antidote, mais qui rejoint un peu la même chose. Et ce qui est bien avec ces outils-là, en plus, c'est qu'ils te corrigent, mais ils t'expliquent pourquoi. Ouais. Et je trouve que ça t'améliore si tu. Et c'est ça. Ça te permet de lâcher prise en disant ok, j'ai fait une faute, mais on m'explique pourquoi, et du coup, la fois d'après, je ne la ferai plus. Ouais, c'est ça, c'est de se dire. Enfin, moi, j'en vois encore des stagiaires, etc. Bah oui, je fais des fautes. Ah oui, mais. Ok, so what? Maintenant, on fait quoi? Enfin, là, j'ai eu un stagiaire récemment. Bah oui, je suis comme ça. Je dis bah oui, mais si t'es comme ça, tu vas pas pouvoir faire ce métier-là. Donc, et puis, c'est pas irrémédiable. Enfin. Oui, c'est pas irrémédiable, c'est ça, exactement. Ça nécessite effectivement du temps, de se consacrer. Enfin, il y a le programme Voltaire, alors je connais pas en détail, mais apparemment ça permet à pas mal de progresser et de se faire certifier après derrière. Donc non, franchement c'est un vrai sujet. Il faut prendre le taureau par les cornes, ressortir un Becherel, faire des dictées et ensuite ça va beaucoup mieux. Mais je pense que c'est important aussi d'être outillé pour être plus serein parce que... Oui. Pour le coup, moi, je vous écoutais là. Moi, j'ai jamais eu cette lacune. J'ai toujours été une tête de ce côté-là. Comment tu te la pètes à fond. Moi, pour le coup, j'étais vraiment de la team 20 sur 20 en dictée. Et cela n'empêche que les fautes de frappe, ça existe. Que parfois, quand on relit un post, on se dit « Ah non, en fait, je vais le reformuler comme ça. » Et on oublie de changer son accord. Oui. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, hein. Mais voilà, comme disait Brian,
on rédige tellement de choses que parfois, même en se relisant, où on a toujours même des posts à rédiger au dernier moment. Ceux qu'on a moins le temps de relire. Qu'on finit sur son téléphone dans la voiture avant de partir du bureau, là. Non, ou... Parce qu'il y a un truc à changer. Non, mais même genre, il y a une urgence chez un client qui pour le coup, est une vraie urgence. Il nous dit, non, là, il faut que ça sorte aujourd'hui. Du coup, t'as pas le choix. Il faut que tu dépotes, il faut que tu lui envoies, etc. Ça va super vite, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, il suffit que tu changes, comme tu dis, une tournure de phrase. Moi, ça m'arrive très souvent. Tu sais, je fais une phrase, j'ai 3 virgules, j'en supprime 2 pour que ce soit plus fluide. Donc, du coup, je change l'ordre. Et ton accord. Et l'accord, du coup, n'est plus le même. Sauf que tu avais tellement le nez dessus que tu le vois plus. Ouais. Et c'est pas pour autant que tu es mauvais en orthographe, c'est juste que quand tu es sous pression, il faut que ça aille vite, voilà, ça arrive, quoi. Donc, effectivement, je pense que ça permet d'être plus serein, comme tu dis. Ouais, puis ça coûte pas grand-chose, quoi. Les correcteurs d'orthographe, c'est une sécurité en plus que tout le monde devrait avoir. Ouais. Je dis souvent à mes étudiants que c'est le meilleur investissement qu'ils font dans leur vie avec un gestionnaire de mot de passe. Bref, c'est un autre sujet. Eh ben non, restons dans le sujet outils. Est-ce que dans ton quotidien, tu as un top 3 de tes outils préférés? Alors, pas forcément liés à l'orthographe ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu as un top 3 de tes outils incontournables sans qui tu ne pourrais pas vivre? Et pas forcément des outils de programmation. Vraiment des choses... Non, mais des outils de programmation, moi, j'en utilise pas. Bon, bah, je n'utilise plus. Maintenant, par LinkedIn, on peut programmer partout. Donc, c'est vrai. Donc, j'en utilise plus. Je dirais Lightroom. Parce que pour nous, vendre une destination, ça passe par l'image de la photo et qu'on essaye d'avoir les photos qui soient parfaites sans être trop retouchées, mais qui ont quand même, on débouche un peu les ombres, etc. Et une photo qui est repassée sur Lightroom ou pas, ça change tout. Donc ça, c'est l'outil numéro 1, on va dire. L'outil numéro 2, alors ça serait plus pour la vidéo. Alors je suis en train de transitionner en ce moment entre Premiere Pro et CapCut pour aller plus vite. Et CapCut est un super outil gratuit quand même, qui appartient à TikTok, je crois. Ça. Et puis en 3, petit clin d'œil à mes collègues, j'ai vu que vous l'utilisez dans l'agence en plus, ça s'appelle Asana, sur la partie gestion de projet. Moi, c'est clairement mon numéro 1. J'ai hésité. Franchement, c'est mon top 3, mais ils sont tous à peu près au même niveau. Non, Asana, c'est un super outil. Trello, c'est nul à côté. Non, mais en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent Notion va remplacer Asana. C'est vrai, tu peux refaire des choses dans Notion que tu peux faire dans Asana, mais en fait, Asana va vraiment beaucoup plus loin sur les tâches récurrentes, sur les projets. C'est hyper simple. Mais je pense que d'ailleurs, quand tu l'as testé, que tu l'as déployé dans une entreprise, c'est impossible de s'en passer. C'est vraiment... Marie, si tu nous écoutes. Non, mais j'allais dire, c'est le deuxième cerveau, voire le premier d'ailleurs. Parce que... tu te décharges. Tu décharges ton cerveau sur Asana, puis au moins c'est noté là, je sais que je le retrouverai, que je ne vais pas l'oublier. Et c'est tellement simple à utiliser au quotidien. Moi, je l'avais même utilisé perso à un moment où ma vie était compliquée. Pour éviter le surménage, pour éviter la charge mentale, utiliser Asana, c'est très bien. Mais non, mais même, rien qu'avec les tâches récurrentes, tu as un truc que tu dois faire genre tous les 3 mois. Tu sais que tu dois faire tous les 3 mois, tu le mets dans ton Asana. Quand tu as coché ta tâche, elle se recrée automatiquement dans 3 mois. Et tu n'as pas besoin d'y repenser. Même tous les ans. Mais moi, je ne sais pas comment font les gens qui n'utilisent pas ce type d'outil. Nous, on a le débat en comité édito, justement. On a la team Cahier et la team Asana. Mais moi, avant qu'on ait Asana à l'agence, ce qui n'a pas duré très longtemps après mon arrivée, j'avais mes to-do list sur bloc-notes, mais du coup, tu rayes au fur et à mesure, et du coup, tu te retrouves à refaire ta to-do list tous les jours ou 2 jours, parce que finalement, ce qui était en bas de liste en début de semaine se retrouve à devoir arriver en début de liste. Mais même quand tu planifies ta semaine, tu vois, nous, on a une réunion le lundi. On regarde les Asana des uns et des autres, et puis on dit attends, t'as calé ça mardi, mais mardi t'auras pas le temps, ou je t'aurai pas envoyé les infos, tu décales ta tâche. Je veux dire, pour piloter ta charge, c'est quand même. C'est ça, de prioriser. C'est de dire, moi j'avoue qu'en plus j'ai tendance, je sais pas dire non, donc j'ai tendance à dire oui. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai tout mis dans Asana, je rappelle, je dis en fait, ça va pas être possible, ça va pas rentrer là. Non, puis tu peux même mettre des éléments de brief, tu vois, en disant ok, donc je vais le faire tu me demandes de le faire dans 10 jours, je le ferai dans 10 jours, je me le note, tu sais, c'est la fameuse je me le note, mais tu vas créer ta tâche, mais tu vas pouvoir aussi écrire
ce que la personne t'a dit, parce que dans 10 jours, tu auras clairement oublié. C'est clair. Enfin, je veux dire, Toi, tu peux mettre des docs. Moi, souvent, et du coup, ça m'a imposé un truc aussi. C'est quand quelqu'un me demande quelque chose, je dis ok, faut que ça soit fait pour quand. Exactement. Ça t'impose d'avoir une deadline. Et du coup, les gens me disent bah, c'est pas précis, attends, t'avais pas. Je fais non, si tu veux que je le fasse, donne-moi une deadline, sinon ça sera pas fait. Ouais. Est-ce que c'est plutôt dans 2 jours? Est-ce que c'est plutôt dans 10 jours? Souvent, les gens vont dire c'est pas pressé, ça peut être dans 3 semaines. Ouais. Ok, mais dans 3 semaines. Mais du coup, je sais que là, dans mon Asana, dans 3 semaines, j'ai le mardi dans 3 semaines qui va être très vide pour l'instant. Je le ferai là et tu sais que tu vas pouvoir tenir ton engagement. Nous, maintenant, on utilise un comité édito pour la partie site web. Tous les contenus à créer, à modifier, etc. sont entrés dans Asana. Et ce qui nous permet, en fait, après, on a un comité édito spécial site web qu'on fait une fois tous les 2 mois à peu près. Et là, on reprend justement Asana, on se dit, ok, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, ça, est-ce que ça va être fait dans les temps? On a du court terme, du moyen terme et du long terme. Mais ouais, non, c'est un super outil qui est tellement simple à utiliser. Ouais, et puis nous, on en parle souvent dans nos métiers. On a beaucoup aussi de micro-tâches. Tu sais, le tout petit truc qu'il faut que tu fasses qui te prend 5 minutes. Ouais, mais t'en as 35. Voilà, tu as des journées. Nous, c'est le lundi. Enfin, pas le lundi, moi, c'est beaucoup le vendredi aussi. J'ai toutes les tâches, tu sais, superficielles. J'ai une to-do, j'ai l'impression que j'ai plein de trucs à faire. Mais en fait, c'est que des trucs qui durent 5 minutes. Sauf que si c'est pas noté, tu les feras pas. Donc même pour les micro-tâches, c'est très bien. Et donc, on parlait de sérénité avec les outils de correction. Je pense que les outils comme Asana, ça te permet aussi d'être beaucoup plus serein. Et puis, quand quelqu'un est absent... Ah oui, alors ça aussi pour ça. Ouais. Ah, t'es absent, t'avais quoi à faire aujourd'hui? Ah, ben, je sais pas. Ben, non, là, tu prends son Asana, t'as tout dessus, quoi. T'as même pas besoin de poser la personne, la question à la personne. Je regarde ton Asana, on voit ce qui peut être décalé, et ce qui devait être fait aujourd'hui, on s'en occupe pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup trop pratique. Ok, Lightroom, CapCut et Asana. Ouais, je dirais ça. Mais je suis pas très, très outil, sinon. Ouais, non, mais ma veille, c'est Google Alert. Je suis pas trop d'outils. Ah bah tiens, c'est très bien. On allait te demander comment tu te tiens un jour de toutes les évolutions social media. Alors, autant Google Alert, c'est pour la veille métier, enfin actualité, etc., sur ce qui se passe sur notre territoire qui potentiellement sera relayé sur nos réseaux sociaux. Par contre, pour la veille métier, blog du modérateur en 1 de loin. Le blog e-tourisme, parce que c'est spécialisé à notre secteur d'activité, même s'ils ont un peu fait le tour de tous les sujets, je trouve. Keep it simple. La petite news du lundi de West Digital. Et puis après, sinon, j'aime bien ce que fait Kantar sur un côté un peu plus stratégique. Ce que font les grands éditeurs médias aussi, France Télé, etc. J'aime bien. Ça permet de prendre un peu du recul. Ouais. Ok, top. Et comment tu te formes? Comment je me forme? Je teste. Ouais, ok. Voilà. Autodidacte. Ouais, autodidacte pur de toute façon, à la base. Et je pense que j'ai plein de comptes qui me servent qu'à ça, parfois. Des fois, on teste même sur les comptes. Là, on assume que ce post-là, c'est un test. Que tel réseau, on va l'ouvrir juste pour voir ce que ça peut donner. TikTok, à la base, c'était ça. Hein. Dès qu'il y a un nouveau réseau social qui ouvre, généralement, on crée un compte. On voit un petit peu, on surveille. Parce que j'ai connu ce que c'était de prendre du retard sur un réseau social qui devient important. C'était Facebook à l'époque. Hein, donc, qu'il faut mettre des budgets de dingue après pour récupérer son retard en nombre d'abonnés. Donc on avait ouvert un compte Clubhouse. On teste, on voit. Donc je me forme comme ça. Après, il y a des choses un petit peu plus techniques. Google Ads, j'avais fait une formation. Parce que là, quand même, c'est assez technique. J'ai fait une formation quand même sur Premiere Pro. Je sais pas si j'aurais dû au final. Je pense que j'aurais pu... Et puis là, les formations que j'ai prévues, Google Analytics 4 cette année. Ça va être ça la priorité. Ok, ouais. Gros bouleversement à venir. Ouais. Impeccable. Non, si, faudrait que j'aille un peu plus. Alors, c'est pas pour la partie social media, mais c'est plus sur la partie pub. Sur la partie digital pure, sur JavaScript et CSS un peu aussi. Je commence à regarder pas mal de tutos. Pour avoir les bases ou pour avoir les bases et puis pour intervenir aussi, parce qu'on a un outil web market qui s'appelle Spread Family qui est top. Ça, j'ai pas noté dans les outils, mais c'est notre CRM qui est ICRM qui permet de faire plein de choses, des jeux concours, des tests de personnalité, nos newsletters, etc. Et on peut personnaliser pas mal de trucs. Et puis en fait, ça me permet d'automatiser même sur le site internet des choses assez facilement avec du JavaScript.
Ouais, ok. Donc là, on rentre un peu dans le dur, quoi. Très bien. Moi, j'aimerais bien te poser une question, revenir sur une question un peu plus globale avant de passer à un autre sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le poste que tu occupes et dans l'entreprise dans laquelle tu es? C'est assez facile pour le coup pour moi. C'est les grands événements. On a un type d'événement qui revient assez souvent à Saint-Nazaire en ce moment que j'aime particulièrement couvrir, c'est les départs de paquebots. Pour nous, c'est une grosse logistique. Donc à Saint-Nazaire, on fait visiter les chantiers de l'Atlantique. Donc tout ce qui est actualité autour des chantiers de l'Atlantique et des navires qui sont construits, c'est quelque chose d'important pour nous. Et en plus, on est attendu sur ce sujet-là, même pour les gens qui ne font pas les visites. Donc chaque départ de bateau, pour nous, est un événement. Déjà, il faut être le premier à donner la date. C'est un peu la course. Surtout que les chantiers communiquent assez tard dessus. Et derrière, nous, c'est une grosse logistique pour annoncer le départ. Et généralement, en fait, on couvre le départ en live. Mais c'est pas juste un petit live. Au début, c'était juste un petit live, on était hackés, etc. Aujourd'hui, généralement, on embarque sur le bateau des pilotes de Loire qui accompagnent le bateau. Donc, on est en mer, on est en live. Moi, généralement, je suis à la technique avec du coup 2 personnes qui jouent le rôle de présentateur. Marie, du coup, qui est chargée des contenus de la relation de presse chez nous, et généralement un guide de chez nous qui connaît parfaitement l'histoire de chaque paquebot. Et on accompagne le départ. Donc c'est vraiment un reportage en direct avec à la fois très technique en termes de matériel parce qu'on est sur une caméra pour l'instant qui est un smartphone. On est en train de réfléchir à faire du multicam avec un drone pour le prochain. Du coup on a 2 micros sans fil, etc. Donc c'est une grosse logistique. On peut faire généralement on tape les 1000-1500 personnes simultanées, donc on a énormément de commentaires. Donc on a une autre personne qui a la modération des contenus. On est sur un bateau, enfin voilà, c'est un truc de fou. Ouais, j'avoue. Tu nous avais pas dit que tu étais aussi journaliste? De plus en plus, hein, on fonctionne vraiment comme un média en fait. Et du coup, le problème, c'est que le premier live qu'on a fait comme ça, qui a cartonné, du coup, on dit on va faire plein de lives. Mais en fait, non, ce qui a cartonné, c'était pas le live, c'était le sujet. Oui, c'est ça, c'est pas le format. C'est ça. Donc, parce qu'on a fait un live, par exemple, pendant la solitaire du Figaro, on a fait visiter un Figaro 3 à l'intérieur. Bon, c'était hyper statique, c'était en face cam, et puis voilà, donc bon, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais là, on est sur quelque chose de très beau, de très grand. On est en plein milieu de l'estuaire, on est sur un bateau, on est avec nos gilets de sauvetage, il se passe un truc de dingue, il y a un super bateau qui sort, il y a plein de monde qui voit ça. Donc maintenant, quand on annonce un départ de bateau, les gens nous demandent la date du live. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas encore si on va faire un live. En fait, on n'a plus le choix aujourd'hui, parce que les gens savent que s'il y a un départ de bateau, on va faire un live. Alors c'est une grosse logistique, parce qu'il faut trouver un bateau qui veut bien nous embarquer, etc. Mais ça marche parce qu'aujourd'hui, on est invité par MSC Croisière avec les influenceurs. Donc, la dernière fois, là, pour le dernier, le paquebot, le dernier paquebot de MSC qui est sorti, j'étais invité à découvrir le paquebot, à passer une nuit à bord et tout. Donc, c'est cool. Et alors, c'est quand le prochain départ de paquebot? On ne sait pas encore. Il y en a un qui est parti. Alors, c'est pas un paquebot, c'est un bateau militaire là, qui est parti hier. Mais c'est pareil, on ne le savait pas, par exemple. Donc, il faut être au taquet. Du coup, Chloé, hier, me dit il y a le Jacques Chevalier, donc il y a un bateau militaire pour la Marine nationale qui est en train d'être construit, qui est en train de bouger. Et du coup, elle part sur le terrain tout de suite. Et voilà, Wow. Quelle réactivité. Ça fait rêver. Et ben ouais, ça donne envie. Et à l'inverse, quelle serait ta plus grande difficulté au quotidien dans ton travail? La plus grande difficulté que j'ai, justement, je crois que c'est sur cette réactivité qu'il faut avoir. C'est vraiment c'est celle qui fait que quand on l'a, ça fonctionne très bien et qui est le plus dur à avoir parce que on n'est pas un média, donc on reçoit pas toujours les communiqués de presse, quoique maintenant ça y est, on reçoit les communiqués de presse des chantiers, on reçoit ceux de la ville, etc.
Et puis on a aussi, du coup, nous on travaille pour 4 musées, 3 visites industrielles, on travaille aussi pour la destination qui couvre une partie de la Brière, donc ça fait quand même énormément de sujets. À chaque période de vacances, on a des campagnes publicitaires à mettre en place, on a un comité édito chaque semaine avec des postes à prévoir. Donc moi, ce que j'aimerais, et c'est pour ça qu'on a embauché Chloé là, avoir un petit peu plus travailler un peu plus en amont, être prêt plus tôt, quoi. On est un petit peu au dernier moment, ce qui nous permet d'être réactif aussi. Mais t'es tout le temps dans le rush au final. Tout le temps dans le rush, c'est un truc de dingue. Mais ce qui fait que ça bouge tout le temps, hein, c'est cool. Et alors, moi, je me pose la question, mais c'est peut-être complètement faux, peut-être parce que je travaille pas dans le milieu du tourisme, mais est-ce que c'est pas trop compliqué de gérer l'équilibre vie pro, vie perso? Parce que, bon, t'es digital social media manager, donc en théorie, j'imagine que tu travailles du lundi au vendredi, mais tu travailles dans le tourisme. Donc, est-ce que tu travailles aussi tard le soir, le week-end Ça arrive. Pas tant que ça. À la maison, on me dirait trop quand même, je pense. Mais non, pas tant que ça. Honnêtement, franchement, si je compare ce que moi je fais par rapport à mes collègues qui travaillent tous les week-ends, franchement, ça va. Okay. Et puis, généralement, c'est parce qu'il y a un événement. Donc déjà, c'est-à-dire qu'il y a un truc cool qui se passe. Franchement, je le vois pas trop comme ça, parce que ça reste uniquement sur les gros événements, les journées du patrimoine, un départ de paquebot, donc ça reste assez ponctuel. Enfin, ça revient régulièrement, hein, mais ça arrive 1 fois par mois, 2 fois par mois, ça va, c'est correct. Okay. Et puis c'est rarement toute la journée aussi, quand ça arrive. Okay. C'est 2 heures, 3 heures, voilà. Ça marche. Mais voilà, si c'est pour visiter un paquebot, assister à un spectacle, voilà, c'est pas... Ouais. Je suis pas enfermé dans mon bureau le week-end quand je travaille, donc ça va. Ouais, après, faut jongler un peu avec la vie pro, vie perso, mais... Non, le plus dur, en vrai, je pense que c'est de se dire, une fois qu'on est rentré chez soi, on regarde pas trop... parce que nous, on publie les posts à 19h, c'est horrible. C'est horrible de publier, parce qu'on sait que notre audience est là à peu près à ce temps-là. Et moi, j'ai envie de voir si ça fonctionne pas, si j'ai pas laissé une coquille. Parce qu'on vérifie toujours une fois que c'est publié, même si on a vérifié avant de publier, s'il n'y a pas un bad buzz. Voilà, c'est ça qui est compliqué. T'as du mal à décrocher, hein. Moi, j'ai du mal un peu à décrocher, ouais. Et ouais, ça, c'est pas facile, parce que ça, c'est tous les jours, pour le coup. Et tu t'es pas mis des règles d'or en place? Oh, si, je m'en étais mis plein. Mais ça ne dure pas longtemps. J'ai 2 téléphones pour essayer, mais en fait j'ai tous les comptes qui sont activés sur les 2, donc c'est pire en fait. Non, pendant les vacances je décroche vraiment, mais sinon j'ai un peu de mal. Le soir, je vais toujours avoir un petit œil sur le post, savoir s'il est bien parti, s'il n'y a pas de bad buzz dessous. Ouais. Ça, c'est un peu dur. Et ça peut pas attendre le lendemain. Si, bien sûr que si. Non, mais ça rejoint aussi peut-être la confiance en moi que j'avais pas au début à cause de l'orthographe. Je pense que ça a commencé un peu comme ça. Et ma hantise, c'était que quelqu'un mette en commentaire « il a laissé une faute ». Vous savez, ces petits trolls qu'on aime bien, qui passent son temps à vérifier, qui lit pas le sujet, qui vérifie juste l'orthographe des posts. La police de la grammaire. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas, mais ouais, maintenant que Chloé est arrivée, peut-être que je vais réussir. Je suis pas sûr. Ça marche. On pourrait peut-être parler un petit peu des social ads. Ouais, j'en aurai fait un bon tour après. Ouais, je pense qu'on va faire un bon tour après. Donc, bon, du coup, tu l'as évoqué, donc vous faites des social ads. Oui. Alors, du coup, qui est-ce qui les gère? C'est toi? Ouais, c'est moi, ouais. Donc Chloé, elle sera pas du tout sur cette partie-là? Non, du tout, c'est justement comme ça qu'on va scinder mon poste en 2 parties. Chloé va être vraiment sur la partie terrain et gestion quotidienne des réseaux sociaux. Et moi, je suis sur toute la partie social ads. Alors après, forcément, on travaillera ensemble puisqu'elle va faire la modération des posts que je vais sponsoriser. Il y a peut-être des posts qu'elle va faire et on va se dire, tiens, il serait intéressant de le sponsoriser. Donc forcément, on va travailler ensemble. De toute façon, même sur la partie quotidienne, on travaille toujours, on est dans le même bureau. Pas de souci, mais ouais, pour le coup, moi, je vais faire vraiment toute la partie web market pure. Donc toutes les campagnes publicitaires, que ce soit sur le social ads, mais aussi Google Ads. Je m'occupe aussi, on fait de la télé segmentée maintenant. Donc vu que c'est devenu quelque chose de très digital, finalement, c'est moi qui reprends aussi. Tout ce qui est publicité en ligne, en fait, les partenariats médias, je m'en occupe aussi. Et c'est totalement internalisé? Et on a tout internalisé, ouais. Ok. Et vous en faites sur quelle plateforme? Des pubs réseaux sociaux?
Pub réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Pour l'instant, c'est tout en vrai. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà pas mal. Mais peut-être qu'on ira sur TikTok pour faire grossir notre compte un peu. Pinterest pourrait être intéressant. Je pense que si on creuse un peu le sujet, puisqu'on sait que c'est une source d'inspiration au voyage notamment. Sur Pinterest, tu vas avoir des coûts par clic qui sont très 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 bas. Ouais. C'est vraiment je intéressant. pense que ça peut être une opportunité. Je cherche justement un peu à faire un peu autre chose. Après, honnêtement, ça marche tellement bien que pour l'instant. Ouais. En fait, TikTok et Pinterest, le vrai avantage, c'est les coûts aujourd'hui qui sont plus faibles que sur Facebook, Instagram. Après, c'est plutôt de plateforme de niche, quoi. C'est ça, TikTok, on n'a pas trop notre cible est pas trop dessus. Hein. Nous, notre cible, c'est nos familles, c'est plutôt des familles avec enfants, voire des seniors. Donc, bon, notre cible, elle est pas trop. C'est pour ça que moi, je me fais rigoler hein, quand on a fait les entretiens pour embaucher un community manager. Ils m'ont tous parlé de TikTok, d'Instagram, de Snapchat, etc. Quand je leur parlais de Facebook, ils me regardaient. Je maîtrise pas trop. Alors, je les forme à Facebook, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai, sur les destinations, on a le même sujet ici. On peut pas se passer de Facebook aujourd'hui. Non, clairement pas. Nous, notre cible, elle est sur Facebook, clairement. Ouais. Donc, après, vous ciblez des familles avec enfants, mais du coup, jusqu'à quel âge ? Les enfants ou les enfants. Après, les enfants, une fois qu'ils sont en âge de plus voyager avec leurs parents, on va dire qu'ils nous intéressent moins jusqu'à 25 ans. Mais dès 25 ans, en fait, on va les cibler en direct, du coup. Donc, ouais, mais TikTok, ça commence jeune, hein. Ouais, oui, mais... du coup, je pense qu'ils sont encore en âge d'aller se promener avec leurs parents dans des endroits mais c'est vrai qu'on cible que les week-end. parents, pour le coup. On cible pas les enfants, pour l'instant. On pourrait, hein, mais... Après, on a d'autres stratégies maintenant sur TikTok, sur le street art, par exemple, ou sur des événements, le festival Bouge, etc., qui s'adresse à un public un peu plus jeune, les fêtes foraines, ou des trucs comme ça. Donc, Non, mais TikTok, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est y être dès le début, pour éviter de prendre du retard le jour où ta cible sera sur TikTok. Et puis TikTok, je trouve qu'il y a des stratégies. C'est marrant, c'est quand même la seule marque sur les réseaux sociaux qui cherche à vieillir son audience. Ça me fait beaucoup rigoler. Quand le phénomène BookTok, tous les partenariats qu'ils ont passés avec les grands musées. Là, aujourd'hui, c'était avec Universal sur la musique classique. Enfin, ils passent que des partenariats avec des trucs de vieux. Enfin, ils étaient partenaires d'un festival de littérature. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est marrant. Facebook fait tout pour rajeunir son audience et TikTok fait tout pour la vieillir. C'est quoi ce cliché la littérature et la musique classique, c'est pour les vieux. C'est vrai que c'est un cliché, mais je pense que c'est pas anodin que TikTok aille sur ces sujets-là. Il y a quelques années en arrière, on disait les vinyles, c'est pour les vieux. Hein. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, c'est que je dois me considérer comme très vieux parce que j'écoute de la musique classique et je lis beaucoup. Je sais plus à quel âge. On a embauché une community manager, j'ai l'impression vraiment d'être vieux aujourd'hui quand je devais passer les entretiens. Mais je pense qu'il y a un gap qui se fait en très peu de temps. Très peu d'années d'écart. Alors, sur vos pubs, est-ce que vous avez un budget mensuel, annuel qui a été défini ? Ouais, on a un budget. Sans forcément, peut-être que tu pourras pas nous en parler, mais est-ce que vous avez identifié quand même un budget Ouais, on a un budget annuel. Ensuite, donc nos périodes de communication sont vraiment... Alors, on a 2 stratégies en publicité, 2 stratégies globales en fait, et ça se traduit par des stratégies publicitaires. On a une stratégie liée à la destination et à la marque Saint-Nazaire renversante, c'est-à-dire faire la promotion touristique de la destination et notamment faire changer de point de vue sur Saint-Nazaire, qu'il mérite vraiment. Donc là, on est plus sur une stratégie à long terme d'image. Donc ça passe beaucoup par du natif, mais aussi de la sponsorisation, notamment quand on va chercher des clientèles un peu plus loin sur Paris, etc. Et après, on a une stratégie de conversion qui est plus importante pour la partie site de visite, musée, visite industrielle, etc. Là où il faut que les gens réservent un billet, clairement. Donc déjà, on a ces 2 stratégies-là qui sont très différentes, avec des périodes de communication et des budgets qui sont différents. Quand on va cibler, on fait une grande campagne de vidéos quasiment nationale, ou quand on fait un ciblage très local sur des gens qui sont en vacances à La Baule et qu'il pleut, ils cherchent des choses à faire, ils vont venir chez nous. Donc on a des stratégies très différentes. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous donner notre budget, donc je ne vais pas le donner. Je peux vous donner une fourchette, je pense. On est aux alentours des 30 000 euros. Sur toute l'année, oui, c'est réparti avec ce que tu disais juste avant, ça a du sens. Ouais, c'est ça. Et en sachant qu'on fait, là, cette année, on a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en ligne. Ouais, donc bon, donc voilà, ça va. On a un ROI qui est intéressant quand même. Alors, c'est pas que lié à la pub digitale. Hein.
Non, mais ça y contribue. C'est ça. Et comment vous l'avez expliqué, obtenu auprès du management? Parce qu'en fait, il y a quand même une idée reçue, c'est que les réseaux sociaux, c'est gratuit. On y va gratuitement, on publie du contenu gratuitement. Pourquoi faudrait-il en plus rajouter du budget? Comment vous l'avez expliqué ça au Alors moi, j'ai management? cette chance de j'ai pas eu besoin de le faire. Clairement, j'ai une direction qui est très au fait de tout ça et on partage la même vision. Moi, j'ai changé un peu la stratégie qui était en place quand on est arrivé. C'est plus par rapport à d'autres collègues en interne que ça va se poser, qui là ne comprennent pas, déjà qui ne voient pas des choses qui en fait sont sponsorisées, mais ils ne le voient pas sur le feed. Et pour le coup, même en interne, il faut expliquer justement ce que j'explique là. Je donne le budget et je donne le chiffre d'affaires en ligne. Je dis, en fait, nous déjà, toute la partie, les musées finalement, quand il n'y a pas d'événement, quand on n'a pas une actualité particulière, quand il n'y a pas une nouvelle œuvre qui vient compléter les collections du musée, etc., c'est compliqué de parler des musées tous les jours. Donc en vrai, nous, le natif est surtout lié à la destination, à l'image. Et par contre, la partie promotion des musées et des sites et des visites industrielles qu'on propose sont gérées quasiment que par de la publicité. D'accord, parce qu'en fait, faire un post pour dire « venez au musée », non, mais c'est ça. quand on n'a pas d'actualité quelque chose, ça va être un peu chaud, quoi. Puis en plus, on est sur une offre payante qu'il faut acheter, etc. Alors ça va, c'est du musée. Je ne suis pas en train de vendre des aspirateurs, c'est plutôt simple. Mais quand même, on est quand même sur de la publicité pour une offre marchande. Donc, moi, j'ai tout de suite expliqué que ça n'avait pas sa place en natif si on n'avait pas quelque chose de particulier à dire. Donc, si c'est pas sa place en natif, Mais que c'est stratégique, pour vous. C'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait une agence qui était en place et la stratégie était un peu inverse. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'on mettait du budget sur un poste quand il fonctionnait très bien, on allait le pousser avec du budget. Moi, j'ai dit, non, on va faire l'inverse. Si un poste il fonctionne très bien tout seul, tant mieux. Et on va se dire qu'on aura déjà touché pas mal de monde. Et généralement, c'était des postes qui n'avaient pas beaucoup de retour sur investissement pour nous, au-delà de l'image. Par contre, sur tout ce qui génère des retombées en termes de chiffre d'affaires et qui ont du mal à vivre nativement, là, on va aller mettre du budget, quoi. Okay. Donc, on a un peu inversé la stratégie. Ok. Alors du coup, tu en parlais, au niveau des social ads, vous êtes plutôt sur de la sponsor de post ou plus que du dark post ou des campagnes au long cours? On est quasiment que sur du dark post, sur des périodes vraiment... En fait, nous, on a quelques jours avant le début des vacances. Alors je parle pour les sites de visite et les musées. Vraiment, on a des périodes de communication qui sont très très fixes, qui s'arrêtent dès que les vacances sont terminées, les campagnes s'arrêtent, parce que du coup nous on est fermés. Ce que j'arrête pas d'expliquer à Facebook quand les conseillers techniques m'appellent pour me demander de tout automatiser. Donc on a des périodes vraiment de communication, donc c'est quasiment que du dark post. On pousse assez peu des posts en natif. Et vous avez des campagnes qui tournent un peu toute l'année ou pendant des longues périodes? Ça va être les campagnes de recrutement d'abonnés. Ouais. Okay. C'est à peu près les seules qu'on va avoir. Et vous avez des campagnes de recrutement d'abonnés sur Facebook et Instagram? Facebook et Instagram, ouais. Okay. Tu vois, comme quoi. On fait tous la même chose. On fait tous la même chose. Quand on est bon, ouais. Non, après, moi, ce que je dis aussi toujours, les réseaux sociaux, le digital, c'est que des outils au service d'une stratégie marketing. Et finalement, rien ne change dans communiquer la bonne info au bon moment, au bon public. Donc, si communiquer tout le temps le même sujet toute l'année, c'est ça faire du marketing, je suis un peu perdu. Il faut savoir s'adapter, il faut avoir la souplesse, il faut analyser ce qui fonctionne, pour voir les choses. Enfin, tu peux pas rester toujours dans la même logique, dans le même schéma, dans la même stratégie. C'est ça qui est aussi difficile. Hein, moi, quand je suis arrivé, on m'avait dit on va valider les postes. Pour le coup, les postes publicitaires sont validés. Parce que quand même des budgets, et une portée qui n'est pas du tout la même, et puis une durée de vie du poste qui n'est pas du tout la même. Mais en fait, les postes, je les change tout le temps. En plus, mine de rien, quand on est sur une communication locale, on s'adresse souvent aux mêmes personnes. Donc j'essaye de parler les mêmes visuels, de parler les mêmes textes, d'être le moins répétitif possible. Quand même. Ouais, il faut limiter la saturation. Donc c'est ça. À un moment donné, tu es obligé de rafraîchir régulièrement ta campagne. C'est ça. Alors justement, dernière petite question sur les ads. C'est quoi votre principale difficulté sur les ads? Est-ce que vous en avez une
particulier? On en a plusieurs. Renouveler les audiences un peu. C'est pas... Parce qu'en fait, quand on utilise, c'est génial quand même. Les ciblages qui sont possibles de faire, c'est quand même top. Maintenant, comment élargir en fait cette audience-là sans cibler tout le temps les mêmes choses, sans non plus se perdre dans des audiences qui n'ont rien à voir avec notre ciblage. Moi, c'est un peu la difficulté. Là, au bout de 4 ans, j'essaie de faire évoluer mes audiences un peu. C'est pas toujours simple, je trouve, même s'il y a des audiences élargies, etc. Mais je fais pas trop confiance dans les algorithmes de Facebook. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est sur l'attribution des retombées. Je n'ai plus confiance en personne. Non, mais ça, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, avec toutes les notions de consentement. Les pixels, à un moment donné, c'est super. Hein. C'était au lancement, c'était quand même un outil génial. Bon, maintenant que tu dois avoir le consentement de l'utilisateur, je veux dire, ton attribution, elle est quand même beaucoup plus difficile à mesurer. Ouais, c'est ça. Puis entre Facebook et Google qui cherchent absolument à attribuer un maximum de conversions, alors nous, il y a plein d'outils après. Hein. On ne cible pas tous les gens qui sont allés sur certaines pages de notre site parce qu'on sait qu'ils ont acheté. Mais globalement, je vois quand même qu'il y a des attributions qui ne sont pas très honnêtes. Ouais, bien sûr. Non, ça c'est vrai que c'est un sujet, je pense. Si on faisait le tour de toutes les personnes qui font des pubs sur les réseaux sociaux, ça reviendrait aussi. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose qui est compliqué parce que quand moi je présente mes résultats tous les mois à la direction, des fois j'ai du plus 40%, 50% par rapport à la même période de l'année dernière, ou inversement. Je me dis non, mais c'est pas possible. Il y a des trucs qui sont pas du tout logiques, quoi. Donc c'est vraiment cette partie-là. Donc peut-être que la fin des cookies tiers va nous obliger à passer sur des modèles d'attribution qui vont être différents. Moi, c'est un sujet que j'ai envie de beaucoup creuser là cette année. Pour le coup, avec des outils internes, on verra comment on va pouvoir faire. Ouais. Ça va être sympa les années à venir sur l'attribution. Ouais. Mais peut-être tant mieux, d'un certain côté, on sera... C'est pas plus mal pour la partie données personnelles. Je veux dire, faut aussi s'en réjouir. Du point de vue de l'utilisateur, c'est quand même plus rassurant. Et même pour les annonceurs, peut-être que ça va faire le ménage entre ce que veulent nous vendre Facebook et Google comme attribution et la réalité, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il vaut mieux pas lire les chiffres que nous donnent Google et Facebook. C'est ça. C'est moi que j'ai des différents outils et des fois, quand je compare, j'ai pas du tout la même chose. Non. J'ai un outil de billetterie qui me permet de suivre aussi via de l'UTM ou des choses comme ça. Et quand je compare les deux, même si je sais qu'il y a des choses qui sont pas logiques. Ouais. T'as toujours des écarts. Ouais, des fois, ça va du simple au triple quand même. Ouais. Ça marche. Pour clôturer un petit peu cet échange, on voulait te demander si tu aurais une anecdote à nous raconter qui t'est arrivée récemment dans ton quotidien pro. Donc ça peut être une situation qui t'a fait sourire, un moment où tu t'es senti reconnaissant ou une astuce que tu as découvert. Dis-nous ce qui te vient. Oui, je pense que... la dernière, effectivement, sur le dernier départ de paquebot, j'ai eu la chance d'être invité à bord pour faire un live. Du coup, on a fait un live à bord des paquebots. C'est vrai que d'habitude, on les fait depuis un bateau, au moment du départ, etc. Là, j'ai eu la chance de passer quasiment 24 heures à bord. Alors, c'était à quai, c'était pas une croisière, sur le MSC World Europa. Donc, MSC nous a invités, m'a invité, du coup... moi en tant que community manager, à passer 24 heures à bord. Alors leur objectif, c'est de montrer à notre communauté qui en fait se retrouve être fan de paquebot, donc potentiellement des clients à eux, à passer 24 heures à bord. Donc j'ai pu tester le toboggan, le restaurant. J'ai pas testé le spa, il n'était pas ouvert. mais c'était chouette. Et du coup, après, nous, l'objectif derrière a été très professionnel, parce qu'on a fait un live à bord. Du coup, on a fait 1h30 de live. Je me suis perdu, c'était horrible. En fait, on a une autorisation pour une seule personne. Donc, vu que c'est moi qui suis à la technique de l'image, c'est moi qui étais à bord. Mais pour lire les commentaires, c'est compliqué. Donc, j'avais mon responsable au téléphone via une oreillette. Donc j'avais un téléphone qui filmait, un téléphone qui était en connexion avec mon responsable, qui du coup lui me donnait les indications de savoir où aller sur le bateau en fonction de là où les gens mettaient en commentaire. Je veux aller voir tel endroit ou celui-ci. Et donc du coup lui avait le plan. Il faut savoir que le bateau fait à peu près 24 ponts, 600 mètres de long pour 40 mètres de large. Donc pour pas me perdre, et je me suis quand même perdu.
donner les indications à droite, à gauche, tu descends, tu prends l'ascenseur, tu vas au pont numéro 4, etc. Voilà. Donc c'était un super bon moment et assez drôle à organiser sur un live comme celui-là. La vidéo est toujours dispo sur notre compte Instagram. On va aller voir ça. Ouais, carrément. Ça marche. Et bien écoute, super anecdote. Et est-ce que donc on pourrait finir sur le nom d'une ou de plusieurs personnes que tu aimerais entendre dans notre podcast à ta place derrière le micro du pod? Alors ouais, déjà c'était un super moment, donc merci beaucoup. Et puis je souhaite de passer un aussi bon moment à Virginie Inet de la Fondation Belém, qui est responsable communication là-bas, pour qu'elle vous raconte un peu comment elle organise toute la communication sur les réseaux sociaux pour le Belém, là, qui est actuellement en chantier de restauration à Saint-Nazaire. Et puis pour la jouer un petit peu plus chauvin, peut-être à Jean-Charles Lalouet, qui est responsable de la partie communication externe à l'agglomération de Saint-Nazaire, qui vient d'arriver et qui fait partie des membres de l'Observatoire des réseaux sociaux pour Capcom. Donc il connaît bien aussi toutes ces problématiques de communication publique. Ok, ça marche. On va réfléchir à les contacter. Merci Jérôme. Merci beaucoup à vous, c'était un très bon moment. Merci beaucoup d'être venu au micro du pod nous raconter ton parcours, ton expérience, ton métier. Et puis j'espère à très vite. Avec plaisir, à bientôt. Et à bientôt Brian pour un prochain épisode aussi. Ouais, à plus Gwen. Merci Jérôme. Merci. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Nous sommes partout sous le nom Agence Ouest Digital. Et enfin, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Allez, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.